Donc, l'héritage infernal. C'est une chanson de Charles Trenet, n'est-ce pas? Ça veut bien marcher? Ça marche pas? Ça va pas être long, hein? Il y eut un héritage dans la rue des Trois Mages. Un vieux marchand de fromage était mort sans enfant. Ses voisins, ses voisines, ses cousins, ses cousines, au fond d'une cuisine, se partageaient gaiement la table de son père, le fauteuil de sa mère, la montre de son frère, la pendule à coucou, une paire de bretelles, une bouteille d'eau de vitelle et une coiffe en dentelle qui Ça se termine comme mettait ça. au- Appelez police. Et tout ça pour une pendule en dentelle, une coiffe d'eau de vitelle, un fauteuil à bretelles, une table à coucou, histoire la... Bon. Fin de la récréation. Donc on recommence là. Présentation donc. Alors donc pourquoi? Parce que bon, c'est quand même un exposé de philosophie, même si je suis très très peu philosophe. Et donc philosophie se pose le problème de l'héritage. Hein? Donc évidemment, quand on veut, il faut hériter de certaines choses. Donc zut. Et donc on veut hériter. Il y a tout un tas de choses très intéressantes. Et puis finalement, on n'obtient pas grand-chose. Hein, donc, on apprend que Kant, l'opinion de Kant sur la psychanalyse, de Spinoza sur les OGM, bon, je trouve que moi, ça me dépasse un peu. Hein, donc, pour moi, c'est pas ça le passé, c'est pas ça l'héritage. Donc, à Cerisy en particulier, j'ai pas le temps je vais faire l'allusion à des tas de trucs, j'ai pas le temps de développer. On a parlé de syllogistique. Et bien entendu, la première chose qu'on peut dire sur les syllogistiques, c'est laisser les morts enterrer les morts. Hein, ceci est mort, on ne le ressuscitera pas, ce qui n'empêche pas qu'on peut dire des choses très intéressantes dessus, même si ce n'est plus quelque chose qui nous inspire. Par exemple, la traduction, donc, dans une technique extrêmement moderne, qui sont les réseaux de démonstration de la logique linéaire, font apparaître des graphes. Les syllogismes induisent des graphes, et comme tout graphe, ils ont ce qu'on appelle un invariant de l'aire point carré. Et l'invariant de l'aire point carré des syllogismes corrects est égal à 1. C'est nettement plus intéressant que de dire qu'il préserve la vérité. Hein, alors, quelque chose de beaucoup plus étonnant, c'est que quand on regarde ce qu'Aristote a appelé la première figure, qui consiste de 4 syllogismes sur les 12, qui sont reconnus comme corrects, ils sont planaires. Et ça, évidemment, la logique linéaire n'a pas été inventée. C'est une remarque d'un collègue qui s'appelle Abrouchi, n'a pas été inventée par référence au syllogisme, qui est une traduction complètement givrée. Hein, donc ça fait des relectures et des fois ça pose effectivement une question intéressante, alors qu'on n'en a pas posé beaucoup sur la syllogistique depuis des siècles. Ben pourquoi est-ce que il a distingué ça? Et alors c'est vraiment intéressant, parce que c'est sûrement pas un hasard. Faites le calcul, même s'il y a des petites ambiguïtés, même si on aurait pu choisir systématiquement de mettre la mineure avant la majeure. Bon, ça réduit pas dramatiquement les possibilités. 4 sur 12, et les autres, ils ont tous un croisement de 1. Et puis les 3 qui ont été ajoutés au Moyen-Âge, ils ont un croisement de 2. Bon, c'est intéressant quand même. Bon, donc ça c'est des relectures, mais bon, ça va pas nous suivre. Et puis alors, il y a des choses qui sont extrêmement drôles, parce que, comme on a parlé de ça, moi je me suis amusé à faire un syllogisme faux. Alors tout le monde dit que le syllogisme faux barbarie, il est basé sur le fait que si tout A est B, il y a un A qui est B. Alors, j'ai beaucoup mieux, j'ai Barbaro. Alors Barbaro, il dit que si tout A est B, alors il y a un B qui n'est pas A. Alors, ce qui est absolument intéressant, parce qu'une tradition ensembliste complètement réductionniste a voulu dire qu'après tout, barbarie, c'est pas si faux que ça, les domaines sont non vides. Ben, Barbaro, c'est pas si faux que ça, les inclusions sont strictes. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, quand je dis ça, je peux vous dire que je me suis fait des ennemis mortels par mon goût des erreurs de logique. J'ai écrit un texte sur les montres à moutarde où il y a des erreurs. Et il y a un monsieur qui fait de la logique floue, je ne sais plus trop où, et qui m'a dit, comment peut-on gaspiller du papier, écrire des âneries? Je lui ai dit, mais monsieur, mais vous faites des erreurs, vous aussi, mais... Et il a fini par me dire que lui, il ne le faisait pas exprès. Bon, alors c'est un peu embêtant. Donc l'erreur volontaire agace ces gens, parce qu'ils ne le font pas exprès. Bon. Et alors, voilà maintenant quelque chose de plus intéressant. L'opposition existence-essence. Bon, alors évidemment, je ne suis pas capable de vous... je ne m'inscris pas dans la tradition. Il n'empêche que, jusqu'il y a 3 ans, je pensais la logique par rapport à des oppositions liées au réalisme, des choses comme ça. Et ça ne m'amenait pas très loin.
Et puis je me suis rendu compte tout à coup que, par exemple, tout ce qu'on appelait le typage, la différence entre théorie des ensembles et théorie des types, en termes d'un calcul pur et en termes d'un calcul typé, eh ben c'est l'existence, l'essence, c'est le surmoi contre le ça, enfin, c'est ce genre de choses. Et alors, c'est cette chose, bon, c'est peut-être pas orthodoxe, mais c'est extrêmement vivant. Et vous allez voir en particulier dans ce qui suit, tout un tas de considérations extrêmement modernes, du XXIe siècle, qui sont, par exemple, vraiment inspirées par ça. Donc c'est ça, moi ce que je retiens de l'héritage, et je laisse la pendule en dentelle à celui que ça intéresse. Alors voilà, donc une de ces distinctions que je me suis appropriée, et qui est complètement, sans doute, on me dira que c'est à contresens, hein, ben c'est la distinction entre parfait contre imparfait. Alors ça existe en français, n'est-ce pas? C'est par exemple le passé simple, hein, le passé composé, contre l'imparfait, les choses qu'on fait une fois, ponctuellement, contre les choses qu'on répète, et vous savez que dans les langues slaves, il y a la même chose, puisque c'est carrément le verbe qui change, soit on lui met un pot devant pour parler de la perfection, ou soit carrément, des fois, c'est une racine différente. Hein, donc ça existe tout à fait en linguistique. Et ben c'est apparu, au moyen comme une distinction logique, en 1986. Donc quand j'ai fait une interprétation, c'est sans doute la dernière grande utilisation des catégories en logique, parce qu'après c'est devenu un peu répétitif. Mais en 1986, donc les espaces cohérents ont fait carrément apparaître cette distinction. Et vous voyez, 2003, espace cohérent quantique. Alors c'est intéressant le passage entre les deux. Les espaces cohérents, ce sont des graphes, ce sont des graphes, et puis il y a une notion de cohérence, et puis après on prend des clics dedans. Hein, et la grosse difficulté, je me suis posé la question, mais comment est-ce qu'on libéralise tout ça? Comment est-ce qu'on libéralise tout ça pour avoir une version quantique? Donc il faut, il faut quelque part rajouter des angles. Il faut que tout soit pas angle droit. Il faut que ça soit bizarre. Eh bien, essayez de penser à un graphe qui ne serait pas comme ça, vous n'y arriverez pas. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est que c'est en fait la version des espaces cohérents, c'est une version qui est une version essentialiste. Vous venez avec un graphe, et vous avez déjà une structure, vous avez déjà une forme qui est là. Après, vous repérez, vous suivez la morphologie. Mais on peut aussi voir, par exemple, dans un espace cohérent, que vous avez une clique et une anticlique. La morphologie fait que quand la clique et l'anticlique se rencontrent en au plus un point. Et bien, on peut traduire ça dans un espace vectorien en disant que quand on a deux opérateurs, trace de UV est plus petit que 1. Et ça, vous voyez, il n'y a plus de morphologie. On a uniquement de l'interaction de l'existence à l'état pur. Il n'y a plus de règles. Et ça se généralise. Donc, vous voyez, existence-essence, il est à l'heure. Vous voyez, ça a pris combien de temps? Presque 20 ans. Alors, donc, il s'agissait d'une interprétation de niveau -2, une interprétation de type catégorique, en algèbre linéaire. Et donc, en algèbre linéaire, donc, ce qui est linéaire, au sens strict, eh ben, c'est parfait. C'est comme la pile Vondaire, hein, c'est une publicité d'autrefois. Ça ne s'use que quand on s'en sert. Hein. Et donc, c'est pas de ça dont on va parler. Hein. L'imparfait, donc, ce qui ne s'use pas, apparaît comme une modalité. Et donc, on note point d'exclamation A ou dualement point d'interrogation A, les deux formes d'imperfection. Et le pons asinorum, le pont aux ânes, hein, qui au début de tout cours de logique linéaire, c'est que l'implication usuelle, l'implication imperfective, donc suivant votre religion, l'implication classique ou l'implication intuitionniste, s'écrit, donc vous voyez, A implique B, est définie comme, ça c'est l'implication linéaire, donc dans une application linéaire, l'application linéaire, donc c'est vraiment une interprétation procédurale, la prémisse est consommée. Hein, A implique B, donc en détruisant A, je produis B. Par exemple, si A est de l'argent, c'est par exemple typiquement un achat. Hein, et là, par exemple, vous dites que vous avez A, donc c'est quelque chose de causal, l'application linéaire. Et quand vous mettez ça ici, ça veut dire que que l'objet que vous avez ici a été pérennisé, il est devenu imparfait, vous en avez autant que vous voulez. À ce moment-là, ça a le même effet qu'une application au sens plus traditionnel. Bon, alors, puisqu'on parlait d'héritage, l'héritage modal, il y a quelque chose qui s'appelle la logique modale. Alors bon, il y a des vieilles références à Aristote. Ça a été beaucoup étudié au Moyen-Âge par les logiciens thomistes,
C'est pas par hasard, hein, le grand ennemi là-dedans, c'est saint Thomas. Hein, bon, et bien entendu, maintenant, c'est les thèses à 3 sous. C'est la logique modale. On fait avec ça, on fait des thèses faciles. Hein. Alors, l'héritage est refusé. C'est un héritage que je refuse complètement. Et c'est pour ça que, vous voyez, j'ai utilisé cette notation-là, et non pas la notation des logiciens modaux. Pourquoi? Parce que ce voisinage est infamant, d'abord. On n'a pas envie d'être mis dans la même boutique que ces gens qui disent ah, tiens, voilà en général quand un type soutient une thèse, on dit ouais, ce type il a fait un travail extraordinaire, il a sorti un système encore plus mauvais que tous ceux qu'on connaissait, on lui vote les félicitations. Bon, c'est un peu embêtant et c'est stérile. C'est-à-dire que je pense quand même que je connais bien la logique, je crois honnêtement qu'il n'y a pas un seul article intéressant en logique modale. Depuis toujours. Il ne semble pas qu'il y en a un seul. Hein. Bon, c'est un peu embêtant. Donc, les logiques modales varient. Donc, la meilleure, c'est un système qui s'appelle S4, pour ceux qui connaissent. Enfin, meilleur, c'est une manière de parler. Et bon, un truc S5, c'est affligeant. Ils ne savent pas quoi faire. Alors, bon, on a une modalité, puis après on écrit que c'est pas une modalité. Donc, elle commute avec la modalité. C'est une opération positive. Elle va dans ce sens-là. Puis le quantificateur, il va dans ce sens-là. Puis on veut les faire commuter. Là, vous voyez un petit peu, ça fait des nœuds. Concrètement, tous les théorèmes qu'on a envie de démontrer sont faux. Enfin, on peut quand même écrire qu'on peut faire une thèse en disant que les résultats sont faux. Bon. Hein. Et les interprétations sont débilitantes, c'est-à-dire que c'est les mondes possibles. Donc vous avez une espèce de ce qu'ils appellent sémantique. Dans ce cas-là, c'est Kripke. Bon, vous avez un espèce de gigantesque classeur à papillons. Là, vous avez les mondes verts. Là, vous avez les mondes qui ont des petits ronds sur les machins. Bon, c'est ça le possible. Alors, si c'est ça la possibilité, bon, je suis content. Et techniquement, toutes ces logiques modales sont superfétatoires. C'est-à-dire que regardez un système de logique modale, hein, bon, et ben vous pouvez enlever tous les symboles modaux. Donc vous avez un théorème, vous enlevez les symboles modaux, c'est encore un théorème. Donc il apporte quoi ce truc? Il apporte quoi? Il n'y a aucune interprétation dans aucune chose connue, sauf dans des discussions, je sais pas, sauf dans des exemples très littéraires et très codés, si vous voulez, à l'avance. Oui. Et donc, pour synthétiser ce qui se passe, c'est le domaine de l'essence. C'est le domaine de la révélation, hein, donc ce qui est particulier. Donc. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, il n'y a peut-être qu'un seul T, non? Oui. C'est terrible, on fait de plus en plus de fautes. Donc, l'essence de révéler. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la révélation, contrairement à tous ces gens qui participent de l'essence, ils parlent de révélation. Mais vous voyez, c'est un petit peu comme tout un tas de barbus, ils parlent de la révélation, mais en fait, la révélation, c'est eux qui l'ont fabriquée derrière, et puis ils vous passent une vidéo, un laser dans les étoiles, ils disent, vous voyez ce qu'il a dit, c'est eux qui l'ont fabriqué la veille. Ben, c'est exactement ça. Quand vous avez une mauvaise logique comme S5, ben, vous trouvez toujours un modèle de Kripke pour le justifier. Donc ça s'appelle une association de malfaiteurs. Ils appellent ça dualité syntaxe sémantique, mais enfin, soyons sérieux. Hein, il n'y en a pas un des deux pour racheter l'autre dans cette affaire. Hein. Et pourtant, la modalité existe. Et en logique linéaire, donc là-dedans, bon, c'est un truc superfétatoire. Au mieux, c'est superfétatoire, et en général, c'est plutôt dans le genre de l'escroquerie. Et bien, la modalité a un sens. Mais pourquoi? Ben parce que elle contrôle la pérennité. Quand je dis point d'exclamation A, je dis A est pérenne. D'accord? Et là, à ce moment-là, je dis quelque chose. Alors là, quand je dis point d'exclamation A, quand je dis boîte A sur un A qui est déjà pérenne, ben, je ne vois pas ce que je dis en plus. Je dis un truc qui est peut-être qui a un intérêt pratique pour celui qui est en train de décrire sa thèse, mais on voit pas qui pourrait communiquer ça. Hein. Tandis que là, je dis oui, ça veut dire que c'est pérenne. Alors, à partir du moment où la logique linéaire a introduit cette notion de pérennité, tout à coup, on peut se rendre compte que le mot infini a un sens étymologique, que l'infini, c'est le non terminé. Hein? Alors, pourquoi ça? Eh bien, regardez, les axiomes d'infini. Bon, on va pas pinailler. Hein? C'est bon, ça suscite à peu près un axiome d'infini. Hein? Il faut les compléter avec 2 ou 3 petites bêtises. Mais enfin, si vous avez vraiment une relation d'ordre, si vous écrivez ça,
ben vous avez une infinité d'éléments. Hein? D'accord? Il faut créer un minimum de choses à côté, mais ce n'est pas important. Ben, comment vous faites? Ben, vous en avez un, vous en avez un autre qui est plus grand, et puis après, vous en avez un deuxième qui est plus grand. Ben ouais, ben, pour faire ça, il faut que votre principe ne soit pas jetable, justement. Une fois que vous l'avez utilisé, il faut que vous l'ayez encore. D'accord? Donc vous avez un principe qui est pérenne. D'accord? Vous l'utilisez, mais vous l'avez encore. Hein? Bon, et vous voyez, c'est pas du tout la même chose quand vous avez un principe qui vous dit que pour 100 sous, vous avez, je sais pas, un paquet de cigarettes, et ben, ouais, ben, pour vous en voulez 2, il vous faut 200 sous. Hein? Bon, etc. Ben, donc, vous voyez, là, donc la pérennité, ça permet, donc la pérennité crée l'infini. Si j'énonce l'infini, mais je l'énonce de manière non pérenne, ben, je ne l'obtiendrai pas. J'obtiendrai l'infini si je dois payer, si vous voulez. L'idée, c'est que si je dois payer, si je dois produire un truc infini, et que je dois payer chaque fois que je dois utiliser un axiome, ben, j'irai pas très loin. Alors, donc l'infini est transféré en principe de pérennité. Alors les voilà. Voilà les principes. J'ai pas écrit un qui est la fonctorialité, parce que c'est pas joli à écrire sur le transparent. Donc le premier dit que ça s'appelle, bon, techniquement, donc ce sont les noms, la technique des règles. Hein? Et donc, ça, c'est l'affaiblissement. Et il dit tout simplement que je peux détruire un nom. Je peux détruire quelque chose. Donc, ça, parmi les attributs de la pérennité, c'est que je ne suis pas obligé d'utiliser. Donc, la déréliction, ça veut dire que si quelque chose est pérenne, eh ben, je peux l'utiliser une fois. La contraction, donc, c'est une duplication. Si j'ai quelque chose de pérenne, eh ben, je l'ai 2 fois. C'est la moindre des choses. Et ça, c'est un principe particulièrement tordu qui dit... Il dit enfouissement, vous voyez, parce qu'il vous rajoute un deuxième point d'exclamation. Il vous dit que la pérennité elle-même est pérenne. Ouais, c'est vraiment tordu comme truc. Alors tous ces principes, donc si vous voulez, grosso modo, ce qu'on appelle la logique S4 contient ça et ça. Mais évidemment, ceci n'est pas très intéressant si ça ne contrôle rien. L'intérêt, c'est que, vous voyez, c'est ça la nouveauté. C'est que c'est ici, vraiment, qu'est la pérennité. À peu près, hein. On peut discuter dans les détails, mais c'est... Alors, l'intérêt de la pérennité, c'est que l'infini, donc, qu'on a beaucoup discuté depuis un siècle, est une chose complètement opaque. Alors que la pérennité peut se dévisser. On peut arriver à dévisser ces principes. Évidemment, il faut travailler beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de pièges, mais on peut arriver à les dévisser. Alors, justement, pour parler de la pérennité, parlons de la mer et du verre d'eau. Donc, le verre d'eau, tiens, j'en boirais bien, moi, mais c'est... le verre d'eau et sa pérennisation, la mer. Hein? Donc, la mer veut dire que j'ai le verre d'eau à volonté. Ça s'exprime. Donc, c'est une combinaison des axiomes précédents. Hein. Grosso modo, c'est une combinaison contraction, déréliction. C'est ce qu'on a en tête, en fait, la pérennité. On a en tête, quand on veut parler d'infini, on dit, voilà, c'est un truc, vous voyez, j'ai la mer, je peux prendre un verre d'eau. Ça, le tenseur, c'est la conjonction de la logique linéaire, hein, la conjonction multiplicative. Elle veut dire qu'on a les deux. Dans le sens performatif, on fait les deux. Hein. Donc, j'ai la mer, avec la mer, je peux prendre un verre d'eau et j'ai encore la mer. Je peux recommencer, non? Hein. Mais, quand vous regardez un petit peu mieux, hein, par exemple, la règle de contraction elle-même, elle dit que, vous voyez, vous avez la mer, vous pouvez prendre la mer dans la mer, et vous avez encore la mer. C'est merveilleux, hein. C'est merveilleux si vous avez, on commence à s'approcher d'un conte fantastique, là. Hein. Et alors, le principe suivant, ben, il dit carrément que vous pouvez ponctionner sur la mer, une mer de mer. Hein. Bon, ça se traduit, vous pouvez traduire ça en termes d'infini par, quand on fait la théorie des cardinaux, c'est le... Comment? Ah ben ça va très bien. Merci. Hein. Et bon, bien entendu, c'est un délire thomiste. C'est un délire thomiste. On pensait à ça, mais on n'a pas su... On pense à ça, clairement, mais on n'a pas su faire autrement. On n'a pas su faire, et on a, si vous voulez, on voulait avoir le sac, il est là, mais on a eu la corde. Hein? Bon, c'est un délire thomiste, parce que c'est, effectivement, il n'y a que le thomisme qui a pu concevoir et nous mettre dans la tête des choses pareilles. Et donc, ce délire est résumé par cette chose-là. Et donc, ça, c'est pas une question d'axiomatique. Hein, donc,
pour référer à l'exposé de Jean-Baptiste, hein. Vous voyez cette fonction, hein, ça s'appelle une tour d'exponentielle. Et bien, quand vous appliquez la procédure de Jean-Baptiste pour les systèmes logiques les plus simples, la procédure dont parlait Jean-Baptiste, et bien vous trouvez ça. Il n'y a pas besoin d'écrire d'axiomes, d'entiers, de quoi que ce soit. Vous trouvez cette taille-là de croissance. Bon, oui, ce truc-là n'existe pas. C'est pas vrai. Il y a une erreur. Au secours, au secours. Hein, donc voilà. Donc le titre de mon œuvre en 2 volumes, Le point aveugle. Donc le point de départ, c'est qu'il y a des siècles de thomisme qui verrouille la discussion. On a ça dans la tête. Quand on apprend des mathématiques, on nous présente l'infini comme une muraille de Chine, où il y a déjà des trucs. Alors, et on peut pas se l'enlever. Enfin, je suppose que si on était élevé dans une idéologie plus orientalisante, on pourrait sans doute penser les choses de manière un peu moins bloquée. Alors, quand on essaie justement de discuter, hein, ben on peut discuter au niveau -1. Donc le niveau -1, j'ai distingué, puisqu'on fait des fondements, j'ai distingué des sous-bassements. Alors le sous-bassement que tout le monde connaît en général, c'est niveau -1, on parle de vérité, de cohérence. Hein, et donc la vérité, c'est les modèles de Kripke, enfin je les ai appelés de Loyola, vous savez, Perindea cadaver. Il faut exactement ce que vous leur demandez. Ils sont d'une complaisance absolue. C'est pour ça que beaucoup, rue Dufour, ils les aiment bien, parce qu'ils font n'importe quelle cochonnerie qu'ils peuvent écrire, ils ont toujours leur modèle de Kripke qui leur dit « Oui, c'est bien, super, continue mon vieux ». Bon, évidemment, donc on va rien trouver. Niveau -2, c'est un niveau qui est beaucoup plus intelligent, donc j'en ai déjà parlé, il s'agit d'un niveau catégorique. Je fais remarquer que le mot clé des catégories, c'est morphisme. Qui dit morphisme dit forme, il s'agit donc d'un niveau essentialiste aussi. Hein, et quand on interprète l'application imparfaite au niveau -2, on trouve des fonctions analytiques. Et c'est même pas une façon de parler, on trouve vraiment des fonctions analytiques. Comme on les a pas trouvées tout de suite, c'était des fausses fonctions analytiques, mais au bout d'un moment, j'ai eu vraiment les vraies. Hein, et comme au début, j'avais pas la vraie algèbre linéaire, mais au bout d'un moment, j'ai eu la vraie, vraiment, au sens strict. Hein. Et bien, qu'est-ce qui se passe avec les fonctions analytiques? Tout le monde, vous savez, les fonctions analytiques, c'est ce qui s'écrit, c'est les fonctions c'est les fonctions, par exemple, sur le cercle, hein, c'est des fonctions de la variable complexe, hein, qui sont dérivables par rapport à la variable complexe, et ça a des propriétés extraordinaires, et en particulier, se développe en série entière. Donc, une fonction analytique, elle a une suite de coefficients. Donc, voilà, je vais étudier l'implication imparfaite, et ben j'ai qu'à étudier la fonction analytique, ben, je vais étudier les coefficients, ben c'est quoi? Eh ben, c'est une infinité de coefficients. Donc la pérennité, j'ai traduit la pérennité par l'infinité. Ben, c'est raté. Parce que j'étais arrivé quand même. J'avais avancé. Hein. J'étais arrivé à parler de la stabilité des choses, à mettre en doute la stabilité des choses. Puis maintenant, je me retrouve avec l'infini. Alors. Bon, raté. Et donc, toutes ces interprétations, eh ben, vous connaissez tous l'image de cette œuvre de 1939 qui a été interrompue par la guerre, Dupont et Dupont, dans le désert, et qui retrouve la trace de leur machin, et puis Dupont, il y a Dupont, « Ah, t'as vu, t'as un métasystème. Ah, super. Ah, ça y est, on est bien fondé. Allez, un métasystème, deux systèmes. Et puis ils ont des métasystèmes, à la fin ils trouvent un bidon. Ah, j'ai une démonstration de cohérence. Super, allez, on va mettre le bidon à l'arrière, là on est assuré. Et puis zut, il y a plus de machin. Ah, un théorème d'incomplétude, on ne peut pas démontrer sa propre cohérence. Et là, alors le point aveugle, donc c'est absolument désespérant. C'est une situation absolument désespérante. En tout cas pour quelqu'un qui essaye de comprendre vraiment, d'aller au fond des choses. Puis il y a eu cette espèce de petit miracle qui s'est produit en 1994 de la logique allégée. Donc elle s'appelle LLL, c'est Light Linear Logic. C'est pas un système qui est destiné à rester, il ne restera pas. Mais il a une importance essentielle parce que dans ce système, qui est donc simplement fondé sur une économie différente de la pérennité, eh bien, toutes les fonctions, on n'a pas ça. Toutes les fonctions sont en temps polynomial. Tout se calcule en temps polynomial. Non pas parce qu'on a assommé à ça à coup de marteau, simplement parce qu'on est pérenne, mais on n'est pas pérennement pérenne. Voilà.
Donc, et l'idée fondamentale, c'est l'idée d'un des chapitres du tome 2, c'est l'idée d'iconoclasme. Hein, et l'iconoclasme, on emploie ce mot à tort et à travers. Il paraît que Sarkozy est iconoclaste, je ne sais pas quoi. Enfin bon, dans les vrais iconoclastes, Constantin V, Copronyme, c'est des gens qui détruisaient les images religieuses et les icônes. Et moi, je cherche à détruire les images mentales. Donc il faut trouver des moyens de passer au-delà des images mentales, parce que je suis comme tout le monde. Moi, quand je vois l'infini, je vois les murailles de Chine. Bon ben, alors évidemment, c'est faux. Et donc, j'ai eu un moment, donc j'ai dû passer par le quantique il y a 3 ans. Le quantique m'a complètement recadré par rapport à la relation objet-sujet. D'accord, j'ai compris quelque chose. Je vais vous montrer 2 ou 3 choses assez étonnantes, ce qui montre qu'on peut vraiment faire des choses osées sans faire des erreurs de logique. Hein. Donc le quantique. Et donc le non commutatif, au sens d'Alain Cohn. Bien entendu, je n'ai pas la prétention de faire des choses aussi difficiles que ce qu'il fait, mais c'est le même emploi du mot quand même. Et donc l'outil technique, ce sont les algèbres de von Neumann, et en particulier, avec un article essentiel de von Neumann et Murray de 1943, qui introduit ce qu'on appelle le facteur hyperfini. Je n'ai pas le temps d'en parler. J'espère que vous êtes informés comme chose de ce que je dis. Alors, il y a un niveau -3. Alors, moi, quand je fais des fondements, je ne fais pas comme l'autre, là, qui met une tortue, puis sous la tortue, il met une deuxième tortue, pour tenir il appelle ça une méta-tortue, puis une méta-méta-tortue, puis Turtle Solves the Way Down, vous connaissez l'histoire. Et puis, aux États-Unis, ils ont fait mieux, ils ont continué transfiniment. Parce que, comme ça apparemment, c'est mieux. Bon. Donc, c'est pas ça. Moi, j'ai que 3 niveaux. Hein. Et donc, le niveau -2, puisque Jean-Baptiste, autant faire des références à l'exposé précédent qui était mieux construit que le mien, le niveau -2, donc c'est le niveau catégorique, c'est un niveau entrée-sortie, c'est un niveau de fonction. Vous voyez, c'est des morphismes, c'est des catégories, c'est un niveau statique. Hein, le mot fondamental, c'est que c'est statique. Et quand on formule les espaces cohérents, donc toi, j'ai suivi ton conseil. Moi, tu t'appelles déjà Pierre-Yves. Non. J'ai suivi ton conseil et je ne prends plus que d'algèbre binaire et d'espace cohérent quantique. Donc, en espace de cohérent quantique, on a 2 opérateurs. On est en dimension finie, ils sont hermitiens, disons pour ceux qui savent ça. Et voilà. Ça, c'est une manière de dire que l'intersection de 2 ensembles, si vous traduisez ça en termes d'ensemble, si c'était les ensembles, il faut savoir comment on traduit les ensembles, hein, ben, ça voulait dire que l'intersection des 2 ensembles a au plus un point. Hein? Bon, alors ça c'est le niveau -2. Et donc une interprétation statique. Et dans une interprétation statique, bien que ça soit d'une qualité infinie par rapport au modèle de Loyola dont j'ai parlé tout à l'heure, la potentialité ne peut être que la liste des possibles. Ben oui, si vous êtes statique, quand voulez-vous parler de potentiel, vous êtes bien obligé, vous êtes amené à aller à la chasse aux papillons et à coller vos papillons. Hein, mais ça ne marche pas. Et donc, ce qui est la chose étonnante que j'ai remarqué, parce que depuis toujours, quand j'ai découvert les modèles de Kripke il y a plus de 30 ans, j'ai eu un moment d'enthousiasme pour ça. Et puis je l'ai manipulé, j'ai vu que c'était un truc qui s'effritait sous les doigts, qu'on n'arrivait jamais à leur faire dire quoi que ce soit d'intéressant. Ils se débrouillaient toujours j'ai voulu depuis quelques années vouloir dire que c'était pas vrai, que la potentialité est la liste des possibles. Et bien là, il y a une justice immanente. C'est-à-dire que quand on essaye de faire passer ça en dimension infinie, parce que qu'on le veuille ou non, il va bien falloir passer en dimension infinie pour faire de la pérennité, en évitant donc les stéréotypes sur l'infini, mais ça on va y arriver. Hein. Et là, ce qui se passe, c'est que ceci diverge. Parce que par exemple, en dimension infinie, il n'y a normalement pas de trace dans une algèbre de von Neumann, c'est les de type 1, et chez le type 2.1, il y en a une, mais il se trouve qu'à ce moment-là, les trucs deviennent nuls. Alors c'est embêtant parce que, évidemment, on a en tête que ça ne va pas toujours être nul ici. Hein, vous comprenez que c'est un peu gênant. Si on trouve toujours 0, bon. Et bien voilà, la justice immanente. Ceci diverge. Donc on a fait quelque chose que les logiciens ne font jamais. On a quantifié. Les logiciens sont absolument contre la quantité. Hein, on a quantifié. Donc on a trouvé ça. Et donc, moralité, on remplace la trace par le déterminant. Alors ça donne la formule suivante. Alors c'est pratiquement la même. Je vais pas. C'est pratiquement la même comme formule. Et alors on peut passer
disons que, comment dire, pour ceux qui savent calculer un déterminant, c'est qu'un déterminant se calcule avec des permutations. La formule la plus bête pour calculer un déterminant, c'est des permutations. C'est pas forcément très bon, pas de algorithmique, mais on prend toutes les permutations et on fait les produits. Ben, ce sont des chemins, ça. Donc on est en fait dans un espace de chemin. Et bien ici, si vous voulez, cette trace-là, les opérateurs qui sont là, ce sont des opérateurs dans l'espace de chemin, qui s'appelle l'algèbre extérieure. D'accord ? Et ici, on reste le potentiel, on fait le déterminant. Donc on peut faire un truc qui totalise tous les chemins possibles sans introduire les chemins. Donc on a introduit une divergence du fait de nos images mentales, qui est l'espace des chemins, qui est une image mentale fausse. Vous voyez ? Et donc ici, on fait l'économie de cette liste des possibles et on a quelque chose qui dit la même chose que ça. Et là, bon, le déterminant existe dans certaines algèbres de von Neumann qui sont dites les algèbres de type 2,1. Donc c'est la grande découverte de von Neumann, c'est d'avoir des algèbres dans lesquelles, c'était vraiment ça qui m'intéressait, où on a une trace, un déterminant, de dimension infinie. Hein, et donc, voilà. Donc c'est l'objet qu'il a introduit, qui est un objet sur lequel Kohn a écrit je ne sais pas combien de trucs, vous avez qu'à regarder son bouquin, si vous arrivez à le lire. C'est pas donné à tout le monde. Moi, j'ai beaucoup de mal. Le facteur hyperfini R, donc c'est un objet introduit par Murray et von Neumann, et bien on arrive enfin à la pérennité non pérenne. Donc c'est à ce niveau -3. Et le programme s'appelle Géométrie de l'interaction. Donc il est à sa deuxième phase en 1988. Il y a une première version, mais je m'étais planté, je n'avais pas compris. Je l'ai fait dans une algèbre de type 1 infini. Et c'est pas l'esprit. Là, par contre, c'est plus sérieux. Donc, on va voir un petit peu ce qui arrive. Alors maintenant, on va commencer à vous raconter des trucs vraiment marrants. La vérité intersubjective. Donc, la vérité, c'est la notion de niveau -1. Si on a un niveau -3 qui est plus profond, il est évident que le niveau -3 doit vous expliquer le niveau -1. Hein ? Et alors, comment on va expliquer ça ? Eh bien, évidemment, c'est pour éviter les lapalissades à Tarski qui a dit que A et B est vrai quand A est vrai et B est vrai, ou que non A est vrai quand A n'est pas vrai. Bon, on va se passer de ce genre de choses, hein, d'accord ? Hein ? Bon, alors voilà. Non, c'est tout neuf ce truc. Hein. Il est écrit, il n'est pas écrit. Donc, vous voyez, dans la U comment polaire AV, hein, c'est déterminant de 1 moins UV, différent de 1. Donc, vous voyez, vous pouvez prendre U et V qui plaident respectivement pour un énoncé et pour sa négation. Hein, et si vous pouvez dire lequel des deux a raison, ben vous avez défini la vérité. Dans les arguments, vous dites qu'il y en a des deux a raison. Donc, bien entendu, il faut trouver dans ces deux trucs qui apparemment sont égaux, puisqu'ils sont en dualité, il faut qu'il y en ait un qui soit plus égal que l'autre. Hein? Alors, là, ce qu'il y a, c'est qu'il faut choisir un point de vue. Alors, qu'est-ce que je vais appeler point de vue ? Alors, c'est tout à fait en accord avec l'esprit de la mécanique quantique. C'est une sous-algèbre commutative du facteur hyperfini dans lequel toute l'interprétation se fait. Et il faut voir en mécanique quantique, il faut voir une algèbre commutative, et bien tout simplement comme un endroit où on a des opérateurs qui font des mesures. Hein, des mesures, ils mesurent, par exemple, ils peuvent mesurer, on peut mesurer, par exemple, si je me rappelle bien, on peut mesurer l'impulsion, par exemple, sur X, sur Y et sur Z, ça va commuter. On peut peut-être mesurer l'impulsion par rapport à X et la position par rapport à Y. Mais enfin, je pense qu'on ne peut pas. Mais, par exemple, position et impulsion, ça ne commute pas. C'est le principe d'incertitude. Hein, d'accord ? Donc, vous avez ça. Et donc, les objets, techniquement, sont des symétries partielles. Hein. Ce sont des hermitiens qui vérifient U3 égale U. Et bien, vous direz qu'elle a raison, du point de vue P, quand, grosso modo, UPU est inclus dans P. Ça veut dire que si vous voulez, pour prendre une image toute simple, si P était une base, le cas le plus simple, un peu trivial d'algèbre commutative, c'est une base qui donne ça. Si P était une base, ça veut dire que si vous écrivez U comme une matrice, elle a que des 0 et des 1, et en plus elle a un seul 1 dans chaque ligne, un seul 1 dans chaque colonne. Donc c'est comme une permutation. Ça veut dire que ça ressemble à un graphe. C'est exactement que U ressemble à un graphe vu du point de vue P. Alors le résultat, c'est que U et V n'ont pas tous deux raisons du même point de vue. On peut même rajouter qu'on peut toujours choisir un point de vue dans lequel U a raison.
un autre point de vue dans lequel V a raison, mais ça ne peut pas être le même. Alors évidemment, c'est extrêmement grave quand on... Alors ça c'est fait... Donc, première fois quand je suis capable de faire une définition de la vérité. Et évidemment, c'est grave, parce qu'on va dire c'est subjectif, ça permet de dire oui, tout le monde a raison, renvoyer tout le monde dos à dos, ça ne veut absolument pas dire ça. C'est subjectif, mais c'est simplement la reconnaissance. Hein, que j'ai dit ce matin, Paul Valéry dit un jour, nous autres civilisations savons que nous sommes mortels. Eh ben, après le XXe siècle, nous autres scientifiques connaissons la place immense du sujet dans la représentation du monde. Hein. Eh ben, c'est simplement le sujet est présent massivement dans l'énonciation, beaucoup plus que ce qu'on croit quand on présente soi-disant la logique, la syntaxe, la sémantique. On a l'impression qu'on est comme là, qu'on est spécialité éternitatis, etc. Bon, mais c'est pas vrai, on est en plein dedans. On est en plein dedans, beaucoup plus que ce qu'on croit. Et donc, si on tient compte du fait que le sujet est déjà là-dedans, et évidemment la base, donc il est dans l'énoncé, évidemment la base, on ne peut choisir qu'une pour que ça soit intéressant, pour que la vérité, par exemple, soit close par conséquence logique, il faut évidemment que la base se corresponde à la manière dont le sujet a bâti son monde. Eh ben, c'est pas du tout, ça nous amène pas du tout dans un relativisme débilitant. Hein. Bon, alors petit coup de chapeau à Pascal. Le facteur R, il est dit le facteur hyperfini, mais en fait c'est le seul facteur hyperfini qui soit aussi fini. Il se trouve qu'il est tellement central dans les algèbres de Feynman, on dit le facteur hyperfini. Donc le facteur R, il est fini 2 fois. Et cette double finitude, donc ces 2 finitudes qui ne sont pas, il y en a hyperfini, c'est pas plus que fini, c'est autre chose. Hein, toute la terminologie, elle est comme ça, moi, c'est pas moi qui l'ai inventé. Alors ça s'oppose à 2 formes d'infini. Il y a un infini quantitatif. L'infini quantitatif, c'est que vous avez une infinité de chambres, une infinité de pages fraîches. C'est-à-dire, quand vous voulez, vous avez autant de choses que vous... Attends, je vous le donnerai après, à quoi ça sert. Et l'infini qualitatif, vous avez une infinité de couleurs, une infinité de nuances, vous avez des variables fraîches. Bon, c'est typiquement... il y a eu une réduction sauvage qui a été faite il y a un siècle. On a absolument écrasé le qualitatif sur le quantitatif avec décodage. Mais là, c'est typiquement ce qu'on fait en logique quand on utilise de nouvelles variables. Bon, il y a tout un tas d'imbéciles qui font de l'algèbre universelle, vous expliquez ce que c'est qu'une variable muette, évidemment, on peut se passer de lire ça, mais il y a vraiment un truc important. La création d'une nouvelle variable muette est une opération qui va chercher la partie la plus difficile, en fait, des algèbres de von Neumann. Mais bon, c'est pas sous le sabot d'un cheval qu'on trouve ça. Bon, et alors, les conséquences de ça, c'est que si vous travaillez là-dedans, vous n'avez aucune façon interne de créer le prochain entier. Il n'est pas possible de créer le prochain entier de façon interne. Pourquoi? Parce que vous voyez, pour créer un nouvel entier, pour créer un premier entier, moi je prends des entiers de Cro-Magnon. Hein. Vous savez, vous ajoutez des cailloux l'un après l'autre. Hein, bon, je ne veux même pas en base 2. Bon. Non, entrée de Cro-Magnon, donc vous avez un nouveau symbole à ajouter. Ben, comment faire? Ben, soit une nouvelle chambre. Hein, si vous avez toujours une nouvelle chambre, vous pouvez le mettre. Hein. Bon, ben, c'est pas possible à cause de la finitude quantitative. Ou alors une nouvelle nuance. Vous créez une nouvelle nuance. C'est-à-dire, vous dites, bon, ben voilà, on ne connaissait pas le violet. Hein, et donc, on va avoir le violet contre le jaune, disons. Et maintenant, toutes les chambres vont se séparer en 2. C'est frais. Donc, comme c'est frais, tout se coupe juste en 2. Ça veut, en termes d'opérateur, ça veut dire que je viens de fabriquer un opérateur qui est dans le commutant de ce que j'avais. Hein, j'ai un projecteur de taille dynamique qui est dans le commutant de ce que j'avais, donc tout se coupe en 2. Donc évidemment, j'ai 2 fois plus de chambres. Elles sont 2 fois plus petites, mais ça c'est pas le problème. J'ai de la place, je garde la moitié, je garde ce que j'avais dans la partie jaune, puis maintenant je prends une place chez les violets pour rajouter mon symbole. Voilà les 2 manières. Hein. Alors, voilà. Alors, essence et dualité, ah oui, ça c'est les trucs, je vais presque être dans les temps. C'est... Une demi-heure? Non, j'ai fini. Non, mais j'ai tellement eu peur d'être trop long que... Bon. Alors, essence et dualité. Donc, pour moi, l'essentialisme est un simplisme morphologique. Mais par contre, on a vraiment besoin de forme. Quand on dit simplisme morphologique, on ne veut pas dire qu'on ne veut pas faire de morphologie. On dit simplement que ça ne tombe pas du ciel.
Les cailles tombant du ciel avec un écriteau, faire cuire comme ça, comme ça. Moi, j'y crois pas. Hein. Et donc, en géométrie de l'interaction, nous avons des contraintes morphologiques extrêmement importantes. Par exemple, je sais pas, on a envie de dire la démonstration d'une conjonction, c'est pas la même chose que la démonstration d'une application. C'est pas le même type d'opérateur, disons. Ou plus généralement, donc, la contrainte la plus forte est liée à l'hyperfinitude, c'est-à-dire la finitude qualitative. On ne peut pas créer de nouvelles nuances, et donc on va être amené à dire que certaines nuances sont inconnues. Notre objet ne connaît pas certaines nuances. Et comme ça, évidemment, comme il ne les a pas utilisées, si quelque chose n'a pas utilisé l'opposition de couleur que je vous ai donnée tout à l'heure, si maintenant je mets dedans, tout va se couper exactement en deux. Vous avez des contraintes morphologiques. Hein. Et donc, évidemment, donc le projet logique, c'est que quand on met des contraintes vues de l'extérieur, on appelle ça pompeusement méta. Mais en réalité, c'est parce qu'on ne sait pas comment faire autrement. En général, ça ne marche pas, surtout quand c'est des trucs compliqués comme ça, on s'en sort pas. Tandis que si on les met de manière interne, on va pouvoir les gérer par la conséquence logique. C'est-à-dire que la conséquence logique va gérer les contraintes morphologiques, des choses comme ça. Et donc, si je veux faire une contrainte sur U, eh bien, je vais la gérer par un élément de la négation. Donc, vous voyez, ça déterminant de 1 moins UV, différent de 1, c'est dire que V est dans la négation enfin pas de U, mais enfin de l'espace de signification auquel appartient U, que j'appelle un comportement. Hein. Donc, vous voyez, si je veux faire une contrainte sur U, eh ben, je peux l'écrire comme ça. Donc, il est possible d'écrire tout un tas de contraintes sous cette forme-là. Et en particulier, les contraintes de fraîcheur qualitative qui s'écrivent. Donc, je rappelle que la fraîcheur, donc ce que j'ai appelé métaphoriquement de nouvelles nuances, tout simplement dire que deux choses sont fraîches l'une par rapport à l'autre, ça veut essentiellement dire qu'elles commutent. Vous voyez, c'est comme dans les chroniques martiennes de Bradbury, là, le type il rencontre le martien et puis il se passe l'un à travers l'autre, il commute. U tenseur 1 et 1 tenseur U commutent. Et regardez, U tenseur 1 tenseur U. D'accord? Bon. Eh bien, pour dire ça, pour dire que U commute à tout un tas de choses, hein, eh bien, il faut mettre énormément de V ici. Il faut mettre énormément, ce qui fait en fait que les contraintes sur U, pour les contraintes sur U, sont beaucoup plus importantes. Et beaucoup plus l'espace de contrainte est beaucoup plus gros, en quelque sorte, que l'espace contraint. Et donc, ça détruit la symétrie de la logique. La symétrie de base de la logique a été préservée jusque-là, jusqu'à l'interprétation hyper finie, c'est-à-dire jusqu'à cette première tentative qu'on peut peut-être poursuivre jusqu'au bout de finitisme logique, de vrai finitisme logique. Et ben tout à coup, il y a quelque chose qui se casse la figure. Et ben alors j'ai passé, c'est encore cet été, j'ai passé au moins un mois à ne pas y arriver parce que ça ne marchait pas. Et donc normalement, la négation c'est le polaire, donc vous avez la polarité ici, U et V sont polaires quand on a ça. Donc normalement, vous avez un ensemble A d'opérateurs, ils sont polaires, hein, c'est-à-dire l'ensemble qui est déterminé par cette condition-là, c'est la négation. Eh ben, ça ne peut pas marcher. Parce que celui-là a tendance à être beaucoup plus gros que celui-là. Donc évidemment, la négation, comme là, il faut un minimum de symétrie dans la nature, ça va marcher. Mais c'est possible si on admet que le A est contrôlé par la forme faible de non A. Donc vous avez A ici, et là j'ai non A. Vous voyez, c'est comme ça. Vous avez donc A, qui est en dualité avec... Donc vous avez A ici. Ici, vous avez non A. Vous voyez, le polaire de A, c'est ce truc qui est là. Donc ça, c'est la forme faible de non A. Et dedans, il y a une forme forte qui a, pour dual, pour polaire, la forme faible de A. D'accord? Donc vous voyez, c'est pas vraiment une dualité, c'est une trinité. Bon, évidemment, c'est uniquement parce que c'est uniquement à force de désessentialiser, de refuser que quoi que ce soit tombe du ciel, qu'on arrive à une architecture comme ça. Hein, je n'avais jamais envisagé une telle architecture.
par exemple la ludique, qui est la première reconstruction à peu près totalisante de la logique que j'ai faite il y a 5 ans, à une architecture binaire. Il y a pas les deux zones sont égales. Et donc c'est une dualité ternaire, enfin il faut rappeler ça par son nom, c'est une trinité. Et donc en particulier, quand vous avez une fonction, si vous voulez, donc quand j'ai une fonction, quand j'ai une application, A implique B. Donc ça c'est une application linéaire. C'est une application belge une fois. Vous avez le droit d'utiliser ça une seule fois. Donc la version faible, c'est que ça envoie A fort dans B faible. Mais donc ça c'est la version faible. Et la version forte, et bien ça envoie A fort dans B fort et A faible dans B faible. Et ça, c'est complètement... je dis ça pour ceux qui ont déjà vu des structures trinitaires, parce qu'il y en a une qui est liée à l'élimination des coupures. C'est complètement hétérodoxe comme définition, parce que ce qu'on a naturellement, c'est A faible dans B fort. Ce qui évidemment pose problème, parce que, vous voyez, pour A implique A, il faut que pour avoir A implique A, il faut que A faible soit égal à A fort. Ça pose un problème, et ça, c'est ce qu'on trouve. C'est ce qui arrive quand on, à force d'aller de manière un petit peu intransigeante, par une élimination un petit peu intransigeante, donc, de l'essence. On trouve ça dans la géométrie, dans l'architecture. Voilà. Et maintenant, donc, on termine, c'est le dernier transparent. Donc ça, c'est pas la même Trinité, c'est la Sainte Trinité. C'est celle que révèrent tous les logiciens, surtout les mauvais. Syntaxe, sémantique, méta. Donc sémantique, c'est le père. Syntaxe, c'est le fils, c'est le verbe normal. Et puis méta, c'est l'entremetteur. C'est le Saint-Esprit. Et l'incomplétude, c'est l'inconsubstantialité du Fils. Donc je ne suis pas très calé dans les hérésies, mais enfin, d'après ce que j'ai compris, le nestorianisme, ça peut à peu près dire ça. Mais il y a des petites nuances sur 3.1 et en 3 que je n'ai pas trop compris quand même. Et donc là, qu'est-ce qu'a fait la logique? La logique a fait une erreur fondamentale. Elle a trop chargé la barque. Donc ça s'est passé il y a plus d'un siècle. Mais il y a plus d'un siècle, c'est-à-dire quand ils ont voulu, qu'on a vraiment voulu faire des fondements, etc., ils ont vraiment voulu tout mettre dans la barque, et donc tout mettre de manière interne. Donc dans la logique, il y a absolument tout. Et c'est pour ça donc qu'on a eu ces projets totalisants, totalitaires, comme le programme de Hilbert. Et Dieu merci, en 1931, donc le théorème d'incomplétude montre que c'est pas possible. Vous avez refermé la valise, absolument, il y a tout mis, mais il y a un truc qui sort. Il n'y a pas une bretelle qui sort. Bon. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ils ont introduit un entremetteur, c'est le méta. Le méta, il est juste là pour dire, ce que vous n'avez pas pu mettre dans la valise, vous mettez tout ça dans une méta-valise. Puis, dans le dépôt, la méta-valise, elle ne ferme pas non plus. Là, vous faites méta-méta, et puis vous pouvez faire des méta-transfinis, puis après, voir si c'est prédicatif ou non, mais on retourne dans la théologie du IVe siècle. C'est pas franchement excitant comme question. Et alors, la reconnaissance du méta, c'est-à-dire en fait ce mot que je trouve profondément pornographique, parce qu'il est vraiment utilisé en tout cas en logique, à des fins pas très glorieuses. C'est tout simplement, c'est quelque chose qu'on ne voulait pas parce qu'on voulait tout mettre. Et on a trop chargé la barque. Et puis alors maintenant, quand la barque est à moitié coulée, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement quelque part l'évidence que c'est pas possible, mais on n'a pas les bons exemples.
Et il fallait le reconnaître au départ. Et donc les cas qu'on connaît sont des cas spécieux. Ce sont des bizarreries énumératives, et on peut même en faire l'histoire, puisque je pense que pour prendre le théorème de Cantor sur le cardinal, que le continu n'est pas le dénombrable, le paradoxe de Burali-Forti, qui est une bizarrerie énumérative sur les ordinaux, le paradoxe de Russell, qui est sa simplification, le paradoxe de Richard, qui est aussi une bizarrerie énumérative, le théorème de Gödel, et Turing, qui est signé que l'adaptation du théorème de Gödel à un système, à quelque chose qui ressemble de très près à un système formel. Ce sont des bizarreries énumératives. Vous n'avez aucun de ces trucs ne vous donne un exemple concret, comme ce sont tous des contre-exemples qui réagissent, c'est des contre-exemples qui partent d'une situation totalitaire. Et à partir d'une situation totalitaire, ils vous fabriquent un contre-exemple par diagonalisation. C'est typiquement le genre de choses qui est de très peu d'intérêt. Sinon de montrer que le truc se casse la gueule. Donc il faut partir plus tôt. Et donc là, ce que je propose de dire, donc, c'est que la distinction interne-externe, donc si vous voulez, qui est représentée par exemple par l'utilisation de cette expression un peu pornographique, c'est une distinction primale. Mais une distinction primale, elle est là, il faut l'avoir vraiment tout au départ. Et c'est pas cette espèce de chose qui est au limbe du signifiant. Enfin, ici, ça veut rien dire tout ça. Le théorème de Gödel, il dit pas je ne suis pas. Le théorème de Gödel, il dit pas je suis pas prouvable. Réfléchissez, il veut dire je ne veux rien dire. Il ne veut rien dire, ce machin. On lui force, comme il est obligé de ce truc qui ne veut rien dire, il est obligé d'obéir à la loi commune. Évidemment, ça a abouti des trucs, mais ça ne veut rien dire. Ça n'a rien à voir avec un truc qui veut dire quelque chose comme la loi de réciprocité quadratique, par exemple, des beaux machins comme ça. Donc, vous voyez, on a cette chose, donc, cette distinction interne-externe, du fait qu'on a voulu tout internaliser, elle n'existe que dans les limbes. Elle n'existe pas du tout au centre, elle n'est pas au centre. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans si vous voyez le facteur hyperfini, donc, cet algèbre de von Neumann, c'est une chose qui prend une demi-heure pour définir vaguement ce que ça peut être. C'est un espace qui est infini de l'extérieur. Il a une dimension, un espace vectoriel qui a une dimension infinie. Et en particulier, vous pouvez mettre autant d'entiers que vous voulez dedans, donc vous pouvez faire une infinité d'entiers dedans. Mais il est fini de l'intérieur, c'est-à-dire de manière interne, vous ne pouvez rien, vous ne pouvez pas croître de manière interne. Par exemple, il est tout à fait possible que les seules fonctions qu'on puisse définir dans le facteur hyperfini soient les fonctions qui se calculent en espace logarithmique, c'est-à-dire c'est des fonctions qu'on calcule sans pouvoir écrire, on peut seulement lire. Ça semble assez cohérent avec cette idée-là. Donc, c'est extrêmement fort dans l'idée de facteur hyperfini. Donc, pour donner une intuition à ceux qui connaissent donc un peu de mathématiques, le théorème de Murray-von Neumann dit qu'il y a un seul donc, facteur hyperfini, c'est-à-dire un truc avec une trace, puis qu'on peut approximer, ou on peut tout approximer par des matrices. Il y en a un seul. Mais il y a des tas de manières de construire ça. Et dès que vous réfléchissez, vous trouvez des tas de manières de construire, puis vous tensorisez le facteur hyperfini avec lui-même, vous obtenez encore un facteur hyperfini. Vous prenez les matrices dessus, c'est encore la même chose. Enfin, il y a 36 000 manières de faire ça. Ma manière préférée étant, puisqu'on a parlé un petit peu ce matin, par rapport à cette pour montrer par exemple donc le manque d'imagination qu'on peut pas reprocher aux gens il y a 100 ans. Mais enfin, quand même, la chose dont je parle, elle date de 1943. Peut-être qu'on aurait peut-être pu s'intéresser à ce genre de choses. La manière la plus simple de fabriquer un facteur hyperfini, c'est de prendre un groupe discret et de faire dessus ce qu'on appelle une algèbre de convolution. C'est juste il faut prendre des sommes, il faut les composer d'une certaine manière, il faut savoir lesquelles convergent, mais ça c'est une formalité. Donc, quand le groupe donc, les groupes qui vont fournir le facteur hyperfini,
qui est unique, sont les groupes dans lesquels tout sous-groupe engendre un groupe fini. Et donc, si on voit les éléments d'un groupe, comme l'alphabet d'un langage, un groupe comme ça, qui dit localement fini, c'est une structure dans laquelle, si vous voulez, c'est comme... c'est un petit peu l'analogue langagier de ce qu'on a, de ce qu'on pense maintenant du monde physique, c'est-à-dire que si on part à l'infini, on va revenir où on était. Et là, c'est pareil dans ce truc-là. Si vous avez beau essayer de former des mots, au bout d'un moment, vous allez former 2 fois le même. Quelle que soit la manière, vous ne pouvez pas former une infinité de mots à partir de manière interne. Ça, évidemment, ça révolutionne complètement notre pensée de la syntaxe. Et on peut même se demander, oui, enfin, je ne sais pas, de quel droit est-ce qu'on a décidé que les idées étaient émancipées à ce point-là des lois de la physique, on permet aux symboles, on leur permet des propriétés qui sont absolument irréalisables. On ne peut absolument pas disposer une infinité de symboles. Ce n'est pas possible physiquement. Et pourquoi pas penser que si je commence à écrire commence à itérer un symbole, un certain nombre de fois, des groupes de symboles, n'importe quoi, et ben au bout d'un moment, j'ai épuisé toutes les possibilités. C'est ça le truc hyper fini. Donc si vous mettez ça si vous commencez à penser ce qu'on appelle syntaxe et sémantique dans ces termes-là, ben, il ne reste plus rien de toutes nos certitudes. D'accord ? Alors je termine sur le facteur hyperfini. Donc ce qui se trouve, c'est que cet objet, il peut être construit de mille façons différentes. Or, le théorème dit qu'il n'y en a qu'un seul. Donc il n'y en a qu'un seul, ça veut dire qu'il y a des tas d'automorphismes. Quand vous avez énormément de manières de construire un objet, et s'il n'y en a qu'un seul, et bien ça veut dire qu'il a des tas de manières de se ressembler à lui-même. Alors pour des raisons ensuite techniques qui sont très simples à comprendre, l'automorphisme ne peut pas être interne. Donc ça veut dire que cet objet, de façon interne, il est quand même relativement rigide. Et que de façon externe, il est extrêmement souple. Donc de façon externe, il ressemble à tout ce qu'on connaît, mais de façon interne, il est vraiment, voilà. Donc c'est ça. Donc son manque d'automorphisme, comme ça, fait que c'est un objet fini. Donc il est infini de façon externe. Mais mais n'importe comment, on était prêt pour faire des fondements. On a toujours fait des fondements sur des trucs infinis. On ne peut pas faire autrement. Mais on n'avait jamais prévu qu'on pouvait avoir un objet infini de façon externe et fini de façon interne. Voilà. Et donc voilà la dernière idée. Ça, j'ai pas eu le temps de l'écrire. J'ai pas eu le temps d'écrire parce que vous imaginez pas. Ça, c'est vraiment parler de ce que je fais en ce moment. À quel point c'est difficile, non pas techniquement, mais c'est parce que ça rentre pas du tout. Il faut vraiment créer d'autres sillons que ceux qu'on a d'habitude, c'est transverse. Donc ça prend des mois pour. Et donc ce qui va arriver, donc, c'est que la pérennisation va être paramétrée. On ne va pas avoir point d'exclamation, ça c'est trop simpliste. Alors point d'exclamation paramétré par rapport à quelque chose. Et on ne pourra pas garder toujours le même paramètre. Et donc les principes de la pérennité et de la pérennité vont être faux. Parce qu'ils sont basés sur le fait que c'est pérennisé toujours de la même manière. Mais par exemple, quand je fais une contraction, ben par exemple, elle va être vraie la contraction. J'ai quelque chose de pérenne qui me donne 2 copies de trucs pérennes, mais ils sont quand même moins pérennes que si vous voyez, alors de façon externe, ils sont tous pérennes de la même manière. Mais de façon interne, pas du tout. Et donc je vais avoir des entiers, et les entiers, comme disait Kronecker, Dieu a créé les entiers, l'homme a fait le reste, d'accord, de manière externe. Or aussi Dieu, oui, effectivement, Dieu n'importe comment, oui. Dans cette vision, n'importe comment, Dieu, il est externe, on lui fait dire ce qu'on veut. Mais de façon, donc, isomorphe, un seul entier isomorphe, un seul ensemble d'entiers isomorphes de manière externe, mais de manière interne, pas du tout. Donc actuellement, donc mon principal problème, mon principal projet, c'est de terminer la rédaction de ça, parce que c'est extrêmement difficile. Donc c'est le chapitre 21 de mon livre, qui n'était pas prévu, mais il est complet en 20 chapitres, mais avec ça c'est mieux quand même. Et la principale conjecture, c'est que, ayant défini les entiers, de démontrer que l'espace des fonctions des entiers dans n'importe quoi, dans les booléens, un ensemble à 2 éléments, c'est pas toutes les fonctions.
Il suffit que ça soit pas tout. Après, que ce soit les fonctions en temps polynomial, en temps logarithmique, même des fonctions comme ça. Bon, évidemment, ils ne sont pas très sympathiques, mais que ça ne soit pas tout. On n'a jamais été capable de donner une définition honnête, ça veut dire non essentialiste, hein, des fonctions des entiers dans quelque chose, hein, qui ne contiennent pas tout. Bien entendu, quand on commence à dire... Ou alors qu'il soit réduit à des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on veut. Par exemple, si on peut prendre les polynômes, mais quand on parle de fonctions, on veut quand même, je sais pas, on veut des fonctions qui soient un peu moins algébriques que ça. On veut les fonctions qu'on peut programmer très facilement, logspace, des trucs comme ça. On n'a jamais été capable. Je ne connais aucun exemple. Et on triche toujours. Il y a un gros flic qui est là et puis qui interdit à la tête du client. Alors ça, évidemment, à la tête du client, on peut avoir ce qu'on veut. Bon, ben, écoutez, c'est un peu dommage parce que j'ai l'impression que je suis allé trop vite au début. Puis j'avais tellement peur d'abuser du temps. Enfin, j'espère que vous avez attrapé quelque chose. En tout cas, une chose, je maintiens que ma relation à la philosophie est tout à fait réelle, bien qu'elle soit entièrement non professionnelle, et je n'ai absolument aucun intérêt à citer les trucs dans le texte, et en particulier, là, actuellement, la relation, tout ça, je ne serais pas arrivé aussi loin, je n'ai pas vraiment réussi à comprendre cette articulation existence-essence. Tout ça, c'est de la désessentialisation. C'est vraiment essayer d'enlever toutes les lois et de les retrouver à un niveau très très simple de l'interaction. Et donc, on essaie de décrire une espèce de processus de base, et après on essaie de le dompter en essayant de reconstituer un surmoi. Et donc, par exemple, on vient de découvrir que le surmoi, en fait, il est ternaire. L'interaction n'a rien à voir avec ça. Hein. C'est déterminant de 1 moins UV différent de 1. Mais bon, pour que ça marche bien, pour qu'on arrive à dire des choses, le surmoi qui va imposer, qui va contrôler la forme, qui va faire que, je sais pas, les tortues ne s'accouplent pas avec les hirondelles, eh ben, il n'est pas binaire, il est ternaire. Bon, ben voilà. Merci. Les orateurs et le public, reprenant les thèmes de cette journée très variée. Il y a quelques remarques spécifiques, puisqu'après on aura le temps des questions. Oui. C'est à propos de questions. C'est à propos de questions de réitération de méta et discussion externe interne. Il y a une remarque, en fait, chez Coin, on le dit, qu'on peut peut-être regarder, au lieu de ces langages, métalangages, juste penser à manière plus générale comme deux langages quelconques et regarder une sorte de traduction entre deux langages. On peut généraliser toute histoire de méta dans ce terme-là. Et ça me ressemble cette histoire extérieure, parce que c'est-à-dire qu'on peut, symétriser un peu les situations, ça ne correspond pas. Ouais, non, c'est pas vraiment ça. D'accord. C'est pas vraiment ça. En logique, en fait, ce qui se passe, c'est que le méta, ce que les gens appellent le méta, c'est exactement la même chose que l'autre. On a juste rajouté une tortue qui ne sert à rien. Il n'y a rien. Non, c'est vraiment une. Si c'était ça, je l'aurais trouvé il y a longtemps. S'il a fallu passer par tout ça, non, c'est vraiment. Ça marche pas autrement. Ça marche pas. Il y a toujours moyen de tricher. Alors là, c'est peut-être enfin avec donc les élèves de von Neumann et le facteur hyperfini, une approche à la logique où on ne peut pas tricher. Parce qu'on a appris depuis longtemps à tricher avec la sémantique au sens ancien, avec les modèles de Kripke. Hein. Maintenant, avec les catégories, les gens savent tricher aussi.
fabriquent des catégories du Loch Ness. Bon, personne peut. Ils écrivent des diagrammes parce que personne sait lire un diagramme. Ça décourage tout le monde. Donc, on peut écrire des diagrammes de catégories inexistantes, dans lesquelles toutes les flèches sont les mêmes. Bon, évidemment, c'est pas la peine d'écrire une catégorie s'il n'y a pas de flèches. Ça ne peut pas différencier les flèches. Mais là, il y a vraiment une idée, et c'est une. En fait, la personne. Je considère que d'ailleurs que la personne, la plus grande contribution au fondement de la fin du XXe siècle, en fait, de cette période, c'est Alain Cohn. Hein. Parce que même si, du point de vue, ce qu'il dit du point de vue logique ou du point de vue des fondements n'est pas spécialement, je trouve pas spécialement original ni intéressant, c'est peut-être intéressant pour ceux qui n'ont jamais entendu ça. Le truc fondamental des algèbres d'opérateurs, les algèbres d'opérateurs, c'est que les algèbres d'opérateurs, donc il y a deux versions. Hein. Il y a la version espace continu, donc espace compact, hein, et puis il y a la version espace mesurable. Donc la version espace continu, ça s'appelle algèbre stellaire, les fonctions continues sur un compact, et la version mesurable, ça s'appelle algèbre de von Neumann. Et alors le théorème fondamental de ces algèbres, qui sont donc des algèbres. On a bien raison de les appeler algèbres, parce qu'en fait, toute la structure topologique est définissable à partir de la structure algébrique, ce qui n'est pas le cas en général. Le théorème fondamental, c'est que quand ces algèbres sont commutatives, eh ben, elles sont soit de cette forme-là, soit de cette forme-là, suivant le point de vue qu'on prend. Et donc, une algèbre, par exemple, stellaire commutative, est un espace compact. Un espace compact. Et donc on peut voir une algèbre stellaire générale comme une espèce d'espace compact dans lequel on aurait fait disparaître les points. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est absolument merveilleux parce que il faut comprendre que dans cette disparition des points, il y a quelque chose comme la conscience du sujet qui apparaît. Il faut disparaître les points, le sujet apparaît. Mais, les points, c'est donc les points, c'est la matérialisation du sujet, d'accord. Et donc, tout à coup, on peut revoir tout un tas de constructions qu'on a faites autrefois avec des points, et en se disant, ben voilà, j'ai enlevé les points, et maintenant j'ai conscience de moi en tant que sujet. Évidemment, donc ça me dit, ben, par exemple, la vérité, la vérité, donc le sujet est là, Tarski il la définit pas la vérité, il se contente de dire c'est vrai quand c'est vrai. Bon. Puis si t'es pas content, je te casse la gueule. Bon. C'est à peu près ça. Bon. Mais quand je définis la vérité, je dis je la définis par rapport à un monde commutatif particulier. Donc ça change pas vraiment, mais il y a vraiment, à part que je peux la définir. Hein, mais il y a donc c'est vraiment et l'idée de la géométrie non commutative, c'est de faire de la géométrie donc sur des variétés, mais on n'a plus les points quoi. On n'a plus les points, donc on n'a plus que les algèbres. Alors il faut reconstruire, il faut trouver l'équivalent sur des algèbres de ce qu'on faisait autrefois quand on se promenait, c'est l'espace tangent, c'est des trucs comme ça. Donc je ne vois pas où on peut trouver ça dans ce qui existe. Pas possible. Jean-Baptiste. Oui, donc je comprends. Dans le tome 1 du point aveugle, hein, à propos des systèmes ELL, LLL, donc de complexité implicite faible. J'en parle dans le tome 2 surtout. Hein. Non mais là le tome 2, je l'ai pas encore. Donc tu dis que tu désespères, tu penses que le niveau -2 n'est pas, que ces approches ne sont pas justiciables d'un niveau -2, et tu as l'air de voir tu as une petite remarque en passant comme ça en disant je sais pas, tu as l'air de dire que c'est une sorte de bizarrerie négative quand même. Je comprends pas très bien là où ce que tu nous as expliqué sur la fin. Il manque beaucoup de données de toute façon pour comprendre, mais j'ai quand même cru comprendre que ça avait à voir avec une idée de complexité faible, puisqu'à un moment Idée de quoi ? De complexité faible. Enfin, en tout cas, tu veux chasser les monstres de la logique là.
techniquement, quand j'ai voulu chercher un système à basse complexité, on avait cherché pendant des années, on était même plusieurs à discuter là-dessus. À l'époque, il y avait Vincent qui avait réfléchi, etc. On n'a jamais rien trouvé. Jamais rien trouvé. Comment j'ai fait? Un jour, je me suis dit, mais c'est très simple, la complexité maximum, c'est un truc qui diverge. C'est le paradoxe de Russell. J'ai analysé le paradoxe de Russell, je l'ai trouvé tout de suite. D'accord? Bon, et donc ici, c'est pareil. Moi, je veux analyser la complexité. Je me contente d'avoir une définition qui va simplement éliminer une fonction, n'importe laquelle. Mais évidemment, pas un truc que j'aurais fait à la tête du client. Hein, c'est pas de la logique paraconsistante qu'on fait, hein, c'est un truc sérieux. Hein, une définition costaud, naturelle. Et il se trouve qu'on n'a pas toutes les fonctions. Donc, a priori, mais bien entendu, ça va fatalement aller dans des basses complexités. Mais ce n'est pas nécessaire au succès de l'entreprise. Oui. Oui. Je sais pas ma question. C'est-à-dire, donc la question, c'était de savoir si ce que tu cherchais, c'était d'avoir des objectifs de complexité faibles, mais pour lesquels tu aurais ce niveau -2. En fait, mais je me rends compte que j'attends la publication du tome 2. Non, mais attends, mais le niveau, c'est des questions d'efficacité. C'est des questions donc d'efficacité des outils. Hein, par exemple, la logique lunaire vient entièrement d'une analyse de niveau -2. Hein, bon, d'une analyse de niveau -2. Après, on a reconstruit une analyse de niveau -1. Hein, le truc qui est assez mal nommé, sémantique des phases, qui fonctionne, mais enfin, c'est pas extraordinaire. Hein, là, pour ce qui est des logiques allégées, il y a une complète, pour l'instant, il y a un complet aveuglement du niveau -2, et les gens qui ont travaillé dessus, par exemple, Patrick Bayot, etc., qui ont travaillé là-dessus, ben oui, ils ont trouvé des interprétations, mais bon, c'est complètement artificiel. C'est fabriqué. C'est fabriqué, c'est-à-dire tu interdis quelque chose, on se demande pourquoi c'est interdit. Pourquoi est-ce qu'on interdit quelque chose qu'on peut faire? Ben, franchement, moi j'interdis quelque chose quand c'est impossible. C'est quand même plus naturel d'interdire quelque chose, par exemple, parce qu'il y a une véritable obstruction géométrique à le faire. Or, actuellement, alors c'est pour ça que c'est pas intéressant, parce que on sait faire suffisamment bien maintenant les interprétations catégoriques pour pouvoir paramétrer les interdictions qu'on veut. Bon, non, c'est pas devenu aussi nul que les modèles de Kripke, mais presque. Donc ça veut dire que ça ne répond plus. Un truc où tu peux faire ce que tu veux, dans des conditions aussi difficiles que ça, c'est pas bon. Hein? Et donc, par contre, le niveau -3, donc il y a 20 ans, donc il ne me répondait pas, parce que j'interprétais dans le facteur de type 1 infini, qui est l'algèbre de Feynman triviale, celle qu'on ne doit jamais considérer. Et maintenant, je suis passé dans le facteur hyperfini, ça répond. C'est difficile, mais ça répond. Il ne se laisse pas faire. Il se laisse pas faire, mais il me laisse interpréter toute la logique dedans, mais la partie imparfaite, il se laisse pas faire. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est la première interprétation de l'imperfection qui ne se laisse pas faire. Alors, je ne peux pas te jurer que tu ne trouveras pas une simplification de tout ça, qui fonctionne au niveau -2 ou au niveau -1. Hein. Je ne pense pas que méthodologiquement, ça soit correct de chercher ça. On la trouvera après coup. Une question de compréhension. Est-ce que tu peux réexpliquer, parce que j'ai vraiment du mal à comprendre dans ton hyperfini, pourquoi, avec un certain nombre de symboles finis, tu n'arrives pas à l'infini et tu es borné dans le fini? Alors, tu as une règle intérieure qui te... Non, absolument pas. Absolument pas. Comment alors? Enfin, tu peux... c'est la deuxième fois que je t'entends, mais je... Oui, non, mais attends, j'en ai pas parlé à Cerisy. Mais, tu sais ce que c'est qu'un groupe? Oui. Un groupe non commutatif? Oui. Bon. Mais déjà, prenons un exemple tout bête. Le groupe discret, donc des groupes discrets, hein, juste avec des points, quoi. Un groupe continu, CR, c'est pas vraiment des points. Hein. Et donc, le groupe discret, quand même, le plus naturel, c'est les entiers relatifs.
Alors, et maintenant, dès que je prends un anti-relatif, eh ben, ça engendre un groupe infini, hein, 1, 2, 3, 4, etc. Mais si je prends maintenant le groupe des entiers, je sais pas, modulo 10, hein, donc c'est les entiers de 0 à 9, et ben ça engendre un groupe. C'est un groupe fini. C'est-à-dire quand je suis arrivé, quand j'arrive à 10, je retombe à 0. Hein, d'accord? Quel autre genre de groupe? Là, si par exemple, attends, je vais pas dire une connerie, si je prenais le groupe du Marienbad, du jeu de Marienbad, c'est les entiers en binaire, on fait pas les. Tu nous refais le coup du dodécaphonisme là, en fait. Non, je reprends c'est les trucs en binaire, mais tu fais pas les additions. Tu fais pas les retenues. Et là c'est un groupe infini, c'est pareil. Là c'est un groupe infini. Mais si tu prends un nombre fini de trucs, tu vas pas. Je veux dire, si tu prends par exemple le jeu de Marienbad avec moins de 16 allumettes, t'auras beau, tu arriveras jamais à 17 allumettes, pas possible. Hein, bon, t'auras beau combiner. Et alors plus généralement, si tu prends le groupe, mais c'est pas le plus intéressant. Donc oui, fondamentalement, donc le groupe localement fini qui m'intéresse, c'est grosso modo, c'est le jeu de Marienbad. Simplement, il faut le rendre non commutatif quelque part en comptant quand on ajoute sans faire les retenues, il y a des trucs qui s'annulent, donc il faut tenir compte des annulations, comme si un truc était passé devant l'autre. Et bon, il y a un coefficient à mettre. Et avec ce truc-là, on arrive à reconstruire, par exemple, ce qu'on appelle l'algèbre de Clifford, c'est-à-dire un truc qui correspond aux créateurs et aux annihilateurs en mécanique quantique. Ce groupe-là, donc, il a cette propriété que tu peux commencer à faire énormément de choses, que quand même avec un certain nombre de choses, avec un certain nombre de primitives, par exemple avec n primitives, tu vas quand même avoir 2 puissance n objets, c'est quand même beaucoup, hein, mais tu ne peux pas avoir plus. Donc du point de vue interne, il est fini. Du point de vue externe, il est autant infini que le groupe des entiers relatifs. Ça va? À méditer. Non, mais en tout cas, commencer, mais tu sais, moi aussi c'est à méditer, parce que ça prend du temps à apprendre à utiliser ça. Mais ça fait vraiment c'est une véritable révolution, si tu veux, de penser ce qu'on appelait la syntaxe. Bon, moi je sais plus, dans ces termes-là. Hein. Est-ce que ça aurait à voir, c'est dans un tout autre domaine qui va peut-être t'irriter, mais dans la théorie des grands cardinaux, il y a un théorème assez curieux qui est le théorème de Rothbaum, qui dit que, mais ça va te faire monter au plafond parce qu'on est dans les tours d'exponentielle, que si tu as un cardinal mesurable, tout cardinal plus petit est tel que l'ensemble des parties constructibles dedans a même cardinalité que ce cardinal. C'est-à-dire de l'intérieur de cet ensemble, tu n'apparaisses de manière constructible que le même nombre de parties que, en vérité, que les éléments de cet ensemble. Donc, tu as si tu veux, ça me fait penser à quelque chose où tu as aussi une vision. Je ne connais pas ce théorème, enfin j'en connais d'autres, et je sais à peu près de quoi tu parles. Est-ce que ça a à voir avec en plus, je n'ai rien contre. On travaille pas sur le même sujet. Hein. Mais est-ce que ça a à voir avec ce même genre de dualité intérieure, interne, externe pour essayer de sentir la chose ou? Oui et non. Oui et non. Oui, non, parce que c'est justement, toi, c'est ce que j'ai dit ici. Toi, les limbes du signifiant. Quand même, quand tu es dans les grands cardinaux, tu es dans les limbes du signifiant. Faut quand même demander aux mathématiciens qui sont dans la salle combien de fois les vrais mathématiciens, je ne parle pas des logiciens, qui sont spécialisés dans l'étude des limbes du signifiant. Combien de fois ils ont utilisé un cardinal, je sais pas, ne serait-ce que des espaces de Banach non séparables. Bon, il y en a un que tout le monde utilise, c'est L infiniment. En fait, il n'est pas vraiment non séparable, parce que c'est le dual d'un espace séparable. Hein, bon, évidemment, en logique, tu peux avoir des trucs de n'importe quel genre, on ne les utilise jamais. Donc on est dans les limbes. Mais je suis d'accord, évidemment, il y a des distinctions internes-externes. Ah mais non, mais il y en a. Je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas.
Mais j'ai dit qu'il fallait qu'elles ont été cantonnées dans les limbes parce qu'on a trop chargé le bateau. Et moi, ce que je dis, c'est que c'est à la base. Il faut être directement avec le... Je vais te dire ça autrement. J'aurais pu organiser mes transparents. Je ne sais pas pourquoi hier j'avais pas réussi à faire les transparents pour saisir. Hier, j'ai fait les transparents, c'est venu comme ça. J'ai pas réfléchi vraiment. J'aurais pu parler d'autres choses. Et en particulier du projet finitiste hilbertien. Qu'est-ce que dit Hilbert? Hilbert qu'il ne faut pas réduire à ses erreurs et à ses exagérations. Il y a des choses intéressantes dans ce qu'il raconte. Hilbert, qu'est-ce qu'il veut faire? Donc il veut faire du finitisme. Donc il dit tout est fini. D'accord? Il dit tout est fini. Seulement il y a un problème là-dedans quand tu dis tout est fini. Et le tout, c'est quoi alors? Et le tout, est-ce qu'il est fini? Non mais Et donc quand tu te poses la question, quand tu dis tout est fini et tu te poses la question, est-ce que le tout est lui-même fini? Tu dis tout est fini, mais est-ce que le tout est fini? Eh bien, tu obtiens exactement le théorème d'incomplétude. Hein. Il n'y a aucun doute. Et donc le grand drame du finitisme hilbertien, et bon, c'est pas il y a des il y a des barbus là aux États-Unis qui ont des listes Foundations of Mathematics, etc. Et ils t'expliquent qu'ils sont en train de continuer le finitisme hilbertien. Bon, ça, on les croit quand on est un bon croyant. Hein. Un bon croyant, on va à la messe tous les dimanches, d'accord. Mais autrement, le drame, c'est qu'effectivement, l'espace du fini n'est pas fini. Or, c'est évidemment une impossibilité si on admet le principe de la théorie des ensembles. Mais seulement il y a derrière, justement, pour prendre des analogies religieuses qui sont excellentes et qui ne sont pas mensongères, parce qu'on doit énormément à saint Thomas dans toute cette histoire. Hein, la théorie des ensembles, et le fondement d'après la théorie des ensembles, je parle de la partie la moins sujette à caution, c'est donc la création du monde en 7 jours que vous avez apprise à l'école. C'est-à-dire, le premier jour, Dieu créa les ensembles, le deuxième jour, il créa les entiers, le troisième jour, les nombriels, le quatrième jour, les espaces vectoriels, le cinquième jour, les opérateurs, le sixième jour, c'est une création, c'est vraiment. Et le septième jour, il devait se reposer. Et puis, paf, il y a ce comte Gödel qui vient tout casser parce que le machin tient pas debout. Et en fait, on peut tout aussi bien la construire à l'envers. Moi, je suis en train de la construire à l'envers. Mais c'est ce que fait Kohn mieux que moi. Hein, d'accord? Et donc, du point de vue des fondements de la création du monde en 7 jours, il n'y a pas moyen d'échapper au finitisme hilbertien. Seulement, on peut quand même penser que von Neumann était un très grand mathématicien, sans doute plus grand que Gödel, hein, et que quand il dit fini et hyperfini, même si le choc entre les mots n'est pas tout à fait, me semble un peu... Je ne sais pas si c'est lui qui a inventé le mot hyperfini, mais fini sûrement. Il faut le prendre au sérieux. Et là, on a, donc hors de cette, quand on oublie cette problématique de la création génétique du monde, suivant un procédé analytique particulier, donc encore une fois mise en cause de l'analyticité, complètement, la nature n'est pas analytique, ce que je dis, elle s'en fout, l'analyticité, elle est mal élevée, la nature. Hein. Bon, et donc, on a un objet qui se présente lui-même comme un microcosme, le facteur hyperfini, un microcosme qui est un microcosme fini. Bon. Et il n'est infini que si on veut absolument se mettre dans une position impossible, qui est de regarder de l'extérieur. Cet objet n'est pas fait pour être vu de l'extérieur. Bon. Puisqu'après tout, on est complètement imprégné de théologie sans le savoir, eh bien, autant dire que, pourquoi pas dire qu'il y a des objets qu'on n'a pas le droit de voir de l'extérieur. C'est pas plus bête que de dire qu'il y a des essences qui tombent du ciel. Hein. Oui, quel regard rétrospectif, disons, ce travail t'amène à porter sur la topologie sans point? Est-ce que c'était dans la bonne direction, mais c'est sujet vide. Donc, attends, je finis ma question. Est-ce que c'était dans la bonne direction, mais c'est pas allé assez loin? C'était encore trop infantile, ou est-ce que c'est pas parti dans la bonne direction? C'est un sujet vide. C'est un sujet vide. Parce que, si tu veux, la topologie sans point, c'est des gens, donc, grosso modo, qui essayent de réaliser un certain idéal catégorique, qui est je sais pas, vaguement inspiré de Grothendieck, disons. Je dis des choses un petit peu, des choses très vagues. Hein. Mais donc ils veulent faire des espaces topologiques sans point, mais c'est pas qu'il n'y a pas de points, c'est qu'ils veulent pas les voir.
Donc c'est une entreprise complètement stérile. Ici, quand tu passes de la version non commutative, c'est pas que tu ne veux pas les voir, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. D'accord. Tu vas créer des points, si tu veux, quand tu prends des sous-algèbres commutatives maximales, et donc par rapport à ça, bon, tu crées des points, et donc tu peux regarder, tu peux, enfin, après, il faut travailler, hein. Bon. Mais non, c'est pas la même chose. Mais bien entendu, on peut vaguement relier ça dans le sens que, si tu veux, que parmi les gens qui ont certainement influencé le domaine, il y a certainement les idées de Grothendieck, même si finalement donc, sous l'aspect catégorique des idées de Grothendieck, même si finalement ça n'avait pas le souffle, puisqu'on a trouvé le moyen de tricher. Voilà. Je pense que je réponds correctement.